Ce sniper est incroyablement doué. Il sort un miroir pour attirer volontairement l'attention de 2 gardes du corps, puis les élimine silencieusement. Alors qu'il s'apprête à s'infiltrer discrètement dans la villa, il découvre que l'un d'eux n'est pas mort et a déclenché l'alarme. Malgré cela, il l'abat d'une seule balle, puis pénètre calmement dans la maison. Guidé par les sons, il monte au 2e étage et abat sans hésiter le maître de maison. Alors qu'il s'apprête à s'en prendre à la mère et à la fille, celle-ci se réfugie dans la pièce sécurisée et verrouille la porte de l'intérieur. Mais le tueur ne renonce pas pour autant. Il traîne le corps du maître de maison jusqu'à la porte, espérant utiliser son empreinte digitale pour l'ouvrir. Malheureusement pour lui, la serrure biométrique est protégée par un système de sécurité à double verrouillage, nécessitant également un code. Le garde du corps ayant activé l'alarme juste avant de mourir, la police arrive rapidement sur les lieux. Le tueur est alors contraint de se retirer. La sénatrice et sa fille échappent ainsi de justesse au massacre. Ce jour-là, la sénatrice devait se rendre à Washington pour voter une loi en faveur des anciens combattants, un projet qui menaçait directement les intérêts des marchands d'armes. Le FBI soupçonne donc fortement qu'il s'agisse d'une tentative d'assassinat commanditée par ses ennemis politiques pour empêcher l'adoption de cette loi. Les caméras de surveillance montrent que le tueur n'est resté dans la villa que 2 minutes entre son entrée et sa fuite. Cela confirme qu'il ne s'agit pas d'un amateur, mais d'un professionnel parfaitement entraîné. Grâce à l'angle des tirs, les enquêteurs parviennent rapidement à déterminer sa position de tir. En lançant des recherches dans la zone, ils retrouvent, sans surprise, un fusil M4 abandonné par le tireur. Bien que le numéro de série ait été soigneusement effacé, des techniques spéciales permettent finalement de le reconstituer. L'arme appartenait à un homme nommé Peter. Celui-ci avait tenté de s'engager dans l'armée, mais sa candidature avait été refusée qu'il eût agressé son ex-petit ami. De plus, il avait remporté une médaille d'or dans une compétition de tir de précision à longue distance, ce qui prouvait qu'il avait largement les capacités pour commettre ce crime. Plus important encore, sa taille et sa corpulence correspondaient parfaitement à celles du tueur aperçu sur les images de surveillance. Sur la base de ces éléments, il était presque certain que Peter était le principal suspect dans la tentative d'assassinat contre la famille de la sénatrice. Le FBI dépêche immédiatement des agents au pied de son immeuble pour procéder à son arrestation. Mais avant même qu'il n'ait pu passer à l'action, Peter abat un membre des forces spéciales depuis le 2e étage, puis ouvre le feu de façon déchaînée sur les agents en contrebas. L'homme est totalement hors de contrôle, osant s'attaquer directement au FBI. Les agents se divisent alors en 2 équipes, l'une maintient une pression de feu depuis l'extérieur, tandis que l'autre s'infiltre dans l'immeuble. Un seul grenade assourdissante suffit pour le neutraliser. Lors de son interrogatoire, Peter affirme pourtant avoir été piégé. Il reconnaît qu'il voulait effectivement tuer la sénatrice, et qu'il avait publié de nombreux messages extrémistes en ligne. Il explique qu'un certain Moral avait contacté via le dark web pour lui proposer de s'associer afin d'assassiner la sénatrice. Mais la veille au soir, lorsqu'il s'est rendu dans un bar pour rencontrer Mora, celui-ci n'est jamais apparu. Le lendemain matin, en se réveillant chez lui, non seulement son fusil M4 avait disparu, mais il avait également vu à la télévision que la sénatrice avait été victime d'une tentative d'assassinat. Voilà pourquoi sa première réaction en voyant le FBI a été de croire qu'on l'accusait à tort et de choisir la résistance. Après avoir vérifié sa version des faits, le FBI découvre que les historiques de discussion et les images de vidéosurveillance du bar confirment ses dires. Si Peter a réellement été piégé, alors le véritable tueur court toujours, et la sénatrice reste en danger. La priorité absolue est donc de la mettre immédiatement sous protection. Les agents se rendent en urgence sur son lieu de travail, lui expliquent la gravité de la situation et lui demandent d'annuler son déplacement à Washington. Mais la sénatrice refuse catégoriquement et insiste pour s'y rendre malgré tout. N'ayant pas d'autre choix, le FBI assigne alors 2 agents, Bell et Zédan, à sa protection rapprochée, accompagnés de son garde du corps personnel. Tous 3 sont chargés d'escorter la sénatrice jusqu'à Washington. Ils ne prennent pas un avion privé, mais un vol commercial de la compagnie Kendong Airlines, avec près de 200 passagers à bord. Si le tueur passait à l'action dans l'avion, les conséquences seraient catastrophiques. Une fois à bord, Bell et les autres redoublent donc de vigilance, empêchant quiconque de s'approcher de la sénatrice. Cependant, face à un partisan bienveillant, celle-ci finit tout de même par lui serrer la main. Puis, alors qu'ils se dirigent vers leur siège, un jeune passager entre en conflit avec un vieil homme, affirmant que celui-ci s'est trompé de place. Tandis que le vieillard s'apprête à se lever pour céder son siège, sa canne tombe au sol. Sans se méfier, la sénatrice se penche pour la ramasser. Sans le savoir, elle vient précisément de tomber dans un piège.